Donc, il y a un certain problème avec l'ETF value. Il y a un problème avec les ETF croissance, surtout avec les ETF value. Pendant la baisse des indices, l'ETF croissance peut devenir moins cher que les values. À nouveau, restez avec moi, restez attentifs. Imaginez que nous avons un ETF, un panier d'actions avec des sociétés de croissance, donc elles vont avoir des ratios de valorisation plus chers, et un ETF, un panier d'actions avec des sociétés value, des sociétés qui sont moins valorisées financièrement. Pendant les baisses de marché, imaginons qu'il va y avoir une baisse de 40%, ce qui va arriver, c'est que les baisses, si dans l'ETF value, les marchés vont baisser des 40%, dans les marchés à croissance, la baisse va être un peu plus intensive, ça va être des 50 ou 60%. Pourquoi? Parce que dans les marchés croissance, les attentes sont très élevées. Si les sociétés font un chiffre d'affaires un peu inférieur aux attentes, ça tombe encore plus. Il ne faut pas être un génie de la finance pour trouver ça dans notre réalité récente. Par exemple, récemment, ça fait 2 semestres ou 3 trimestres, Meta a présenté des résultats en ralentissement. C'était même pas des résultats négatifs. Et la société a perdu 40% de la bourse. Pareil pour Tesla, Amazon et des autres sociétés de technologie. Donc, les sociétés de croissance, pendant les baisses, elles vont baisser plus. Et qu'est-ce qui arrive si elles baissent plus que les sociétés value? Elles vont être encore moins valorisées que les values, ou sinon on va avoir les mêmes niveaux de valorisation. Donc, si vous achetez un ETF value, pendant les baisses de marché, vous risquez d'avoir des sociétés qui sont plus chères que les sociétés de croissance. Donc, ça perd l'intérêt d'avoir un ETF value, parce que c'est justement pendant les baisses de marché qu'on essaye de profiter et acheter encore plus des sociétés ou encore plus des parts des ETF pour profiter de la hausse qui va venir ensuite. Donc ici, c'est en donné de l'article de Charles Schwab. Donc les consommations discrétionnaires est tombé 61% et est resté avec un PR de 14,9% sur les SP Growth contre 18,4% de PR de SP Value. Donc vous voyez, pendant une baisse de marché, la baisse était si sévère qui a fait les sociétés de croissance devenir value. Et en plus que ça, encore plus value puisqu'elles étaient encore moins valorisées. Dans le secteur des technologies, la baisse de 55% a fait les PR des sociétés growth tomber à 12,8 contre 15,2 des sociétés value dans l'ETF. Donc l'astuce qu'il faut garder en tête ici, c'est ne choisissez pas un ETF value sur les hyper long terme. Normalement, l'ETF value va pas très bien rentabiliser par rapport à un ETF growth. Mais la différence que vous allez trouver, c'est par rapport surtout les stock picking. Parce que dans les stock picking, la théorie financière et le management est à côté de l'investisseur. Pour résumer, on a des données financières de la bourse sur les 110 dernières années. Donc une étude qui a commencé en 1920. Entre 1926 et 1941, la stratégie growth a battu la stratégie value. Okay? Donc la croissance a battu la value. Et entre 2010 et aujourd'hui, donc 2010-2023, la stratégie growth, croissance, a battu la stratégie value. Donc là, des périodes d'environ 15 ans sur 110 ans d'analyse financière que la stratégie growth a battu la stratégie value. Donc 30 ans sur 110, donc ça veut dire que dans la majorité du temps, 70% du temps, la stratégie value va battre la stratégie croissance, même avec des ETF, mais on a certains biais sur les ETF, on a cet effet sur les baisses de marché. Si c'est sur un marché haussier, ça va, les deux ETF vont performer bien, mais normalement, s'il y a une baisse de marché, ça va être plus intéressant d'acheter un ETF des croissances que d'acheter un ETF value. Mais qu'est-ce qui arrive sur les stock picking alors? Avant tout, il faut que j'explique ça par rapport à la croissance. Et si vous choisissez vos actions, parce qu'ici on a parlé, ok Michael, il ne faut pas acheter un ETF value, j'ai bien compris les concepts. Mais si j'ai choisi les actions par moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi la stratégie croissance. Déjà, j'ai jamais connu dans ma vie un particulier qui a dit j'ai fait la stratégie croissance. J'ai jamais connu. Et s'il y a quelqu'un qui dit j'ai fait la stratégie croissance, je n'ai jamais connu quelqu'un qui vraiment choisit qu'il y ait des sociétés à croissance qui respectent les critères de croissance. Je n'ai jamais connu. Normalement, ce sont des investisseurs qui ont un petit peu de connaissances qui vont dire ouais, je préfère Tesla parce que la croissance va être plus élevée que telle société. Mais normalement, il n'y a pas des ratios, il n'y a pas d'analyse approfondie, il n'y a pas de management des portefeuilles fait pour les croissances. Mais bref, il n'existe aucune théorie financière qui permet de prévoir la croissance d'une société. Aucune. Il y a un économiste qui a gagné un Nobel d'économie parce qu'il a réussi à montrer mathématiquement quelles sont les variables responsables par la croissance d'un État, d'un pays. Mais il n'y a aucun analyste qui a réussi à montrer la théorie de la croissance d'une société.
c'est lui qui va écrire cette théorie, si elle existe, va gagner un prix Nobel sûrement. Donc il y a certains qui disent ouais, l'investissement sur les R&D, sur les marketing, sur les designs, sur les produits, sur l'expansion, l'achat des concurrents, tout ça, je sais que la société fait tout ça, donc elle va avoir de la croissance. On ne peut rien assurer par rapport les réinvestissements, par rapport les marketing que les sociétés font. Il n'y a aucune théorie qui prévoit la croissance. De l'autre côté aussi, de l'autre côté du chemin, on a la même chose. Il n'y a aucune théorie qui prévoit la décroissance d'une société. Ah, mais la société elle est endettée, il y a un concurrent plus fort. Oui, mais il n'y a rien qu'on peut montrer mathématiquement combien de temps va durer la croissance ou combien de temps va durer la décroissance. Il n'y a pas. Simplement, il n'y a pas. Ça veut dire que la croissance attendue ou la décroissance attendue sont des attentes des êtres humains. Et dans la majorité des cas, les gens se trompent parce qu'ils ne sont pas les PDG, ne sont pas les employés. Donc, difficilement, on va prévoir avec précision la croissance d'une société en prenant en compte la macroéconomie, la microéconomie, les prix des matières premières, les fournisseurs, les salariés, les grèves, les climats, toutes les variables. Donc, il n'existe pas. Donc, simplement, les investisseurs croissance, ils font des investissements par rapport à des attentes dans la majorité des cas. Il y a une meilleure façon de faire ça. On verra tout à l'heure. Et la seule défense de l'investisseur, c'est de payer moins cher. Donc, ça veut dire, vous allez faire un investissement immobilier. Vous avez une estimation que la région va avoir de la croissance. Ça, c'est déjà une bonne variable. Mais c'est beaucoup mieux de savoir que vous payez moins cher sur les mètres carrés. Si on fait un parallèle avec l'immobilier, c'est exactement ça. Un appartement a un potentiel de croissance avec beaucoup de variables qui peuvent jouer dessus. Mais il n'y a aucune théorie qui peut prouver que ça va vraiment avoir de la croissance. Et de l'autre côté, vous pouvez acheter simplement en regardant les prix de mètre carré, en comparant avec les concurrents, en comparant avec donc les maisons à côté. Et donc là, les prix, c'est vraiment ce qui va vous assurer les retours sur l'investissement. Et dans la finance, on a un concept que c'est le Return on Capital Employed, c'est les rentabilités sur capital engagé. Et donc, c'est un ratio qui va nous donner combien c'est la rentabilité par rapport à l'investissement qu'on a fait. Donc la stratégie value, c'est une stratégie qu'on peut en fait mensurer, on peut mesurer les investissements faits et la rentabilité. L'étude de Charles Schwab, il fait à la conclusion une chose hyper intéressante. Il dit, un vers ici, il est impossible de prendre une position sur un style plutôt que sur un autre en utilisant une approche par facteur, donc en achetant un ETF, un indice, un jaune maintenant. Étant donné qu'il existe souvent des différences importantes dans la performance et la construction des indices de croissance et des valeurs par rapport aux facteurs. Essentiellement, il est avantageux de savoir ce que vous achetez. Donc, il dit déjà d'abord, si vous achetez un ETF, par exemple l'SP500, ok, mais si vous achetez un SP500 Growth ou un SP500 Value, c'est mieux de s'écarter des ETF et des indices qui sont catégorisés. Mais, vous pouvez utiliser ces critères pour bâtir un portefeuille, pour construire un portefeuille d'investissement si vous choisissez vos actions. Dans les chapitres 20 des What Works on Wall Street, donc il y a un chapitre qui s'appelle Searching for Ideal Growth Strategy, donc la recherche pour la stratégie idéale de croissance. Best Performance Growth Enhanced by Marrying it to the Other Growth Factors. Donc, ça veut dire, si on mélange dans la stratégie de croissance, on choisit les sociétés qui ont les High Earnings Growth. Donc, ça veut dire un chiffre d'affaires en croissance. High Return on Equity, un retour sur capital propre en croissance. Et Profit Margins, ça veut dire des marges nettes et marges d'exploitation en croissance et élevées. Donc, dans ces cas, on va être rentable. Mais, donc en violette, vous allez trouver ici, I found that you could do dramatically better by adding a value. Donc, vous allez encore faire beaucoup mieux si vous additionnez un critère de valorisation. Donc, ça veut dire en fait que peu importe si vous utilisez une stratégie des big cap, leader de marché, dividendes, small cap, peu importe. Si vous achetez des sociétés en direct, si vous faites la construction de votre portefeuille, toujours vous devez additionner les critères value. Donc ça veut dire que rien n'empêche de choisir des sociétés de croissance que vous estimez qu'ils vont avoir de la croissance, mais additionner à ça un critère de valorisation. Si vous achetez des small cap surtout, donc là c'est obligatoire. Les petites sociétés qui peuvent se multiplier par 10, par 20, par 50, c'est obligatoire de payer un prix intéressant. Normalement les ratios ça va être les PR ratios qu'on a vu tout à l'heure. Les price to sales, c'est les prix sur les chiffres d'affaires et aussi les prix de la société en bourse par rapport
sa trésorerie. Les sociétés qui vont avoir des trésoreries plus élevées, normalement, ont des avantages par rapport aux concurrents. Donc ici, c'est le deuxième moment que vous devez garder en tête de ces lives. Peu importe les stratégies que vous choisissez, vous devez comprendre les ratios de valorisation pour payer moins cher que les marchés. Comme ça, vous allez rentabiliser plus que simplement un indice ou quelqu'un qui ne regarde pas les ratios de valorisation. C'est pour ça qu'il existe les value quality. C'est quoi les value quality? Donc, c'est pour ça que si vous ajoutez les critères valorisation sur le long terme, vous n'allez pas faire simplement 30% sur 6 mois et après qu'il y ait des baisses, mais vous allez ajouter de la rentabilité sur le long terme, quelque chose de pérenne sur les portefeuilles. Value quality, ça veut dire qu'on va choisir des sociétés de qualité, donc qui font de la croissance, des sociétés qui possèdent aussi de la longévité et des sociétés en même temps qui sont values, des sociétés qui sont sous-valorisées par rapport à la moyenne de marché. C'est ça que notre cher William Higgins, les meilleurs investisseurs de l'histoire de la France, je dirais les meilleurs investisseurs de l'histoire de l'Europe. S'il était américain ou brésilien, il était un superstar, il allait être sur les plateaux de télé tous les temps, mais comme il est français, je ne sais pas pourquoi, il ne mérite pas... pas qu'il ne mérite pas, il n'est pas connu comme un hyperstar, mais il devrait l'être. Lui, il a fait 13,3% de rentabilité par an depuis 1993. Son fonds, c'est celui en bleu foncé, donc accumulé 4000% depuis 1993 contre environ 777 du marché actuellement. Donc il a fait une rentabilité beaucoup plus importante que celle du marché et quand même nous parlons ici de l'indice Small Cap, c'est où on trouve les meilleures opportunités. Et ici en haut, vous trouvez les ratios fondamentaux de son portefeuille par rapport à la moyenne du marché. Donc, CAN, c'est la capitalisation de la société divisée par les actifs nets. Son portefeuille, la médiane, a un écart de 18%. Donc, ça veut dire que les sociétés qu'il achète dans les portefeuilles sont 18% moins valorisées par rapport aux marchés. Les prix sur cash flow, ici, il a 30% de différence par rapport aux marchés. Donc, ça veut dire que les sociétés qu'il a dans les portefeuilles ont 30% plus de cash à côté dans la trésorerie. Je résume, hein. Normalement, pour être pédagogique, ici, je saute quelques étapes du raisonnement, mais c'est fait pour que tout le monde puisse comprendre. Les PR, les ratios théoriques des temps d'investissement pour être remboursés. Il a un écart de 40% par rapport à la moyenne de marché. Et niveau des dividendes, c'est juste ici pour montrer, mais il a 3% normalement des moyennes des dividendes contre 2,2% de marché. Comment c'est possible de rentabiliser mieux que les marchés? C'est déjà quelque chose de rare parce que les fonds ont des frais hyper élevés. J'ai déjà fait un live pour expliquer ça. Normalement, la moitié des fonds d'investissement font mieux que les marchés. Mais si on ajoute les frais de management, les frais de surperformance, seulement 30%, 25% arrivent à battre les marchés. Ici, on parle de tous les types de fonds confondus. Hein. Fonds Europe, fonds des États-Unis, fonds marché émergents, etc. Sur les marchés américains, ces chiffres diminuent. Mais sur les marchés mondiaux, c'est environ 30%. Ça vient de la théorie financière, ça vient des cas pratiques. Pourquoi ça fonctionne mieux? Parce qu'on arrive à acheter des sociétés de qualité qui font de la croissance, qui font un bon croissance de chiffre d'affaires, croissance des marges, etc. Mais on va prioriser les sociétés qui sont cotées avec des ratios de valorisation plus intéressantes. Donc ça veut dire, j'ai beaucoup d'appartements dans un quartier, je vais choisir les appartements qui ont plus de qualité, qui étaient mieux construits, etc. Mais en plus de ça, je vais regarder vraiment, je vais piocher sur les prix de mètre carré. Je vais vraiment payer moins cher. Je vais vraiment, par exemple, si je fais des investissements sur des sociétés, donc dans la bourse, je vais des sociétés qui ont plus de trésorerie que les concurrents. Point barre. Si vous choisissez ça déjà d'abord, une société qui a plus de trésorerie que les concurrents, donc normalement elle n'est pas endettée, elle arrive à générer un peu plus de cash, elle arrive à avoir un peu plus d'argent pour acheter les concurrents. S'il y a de la crise qui arrive dans les marchés, quand même elle va avoir de l'argent pour passer à quelques semestres sans avoir une croissance des chiffres d'affaires. Donc vous voyez que les critères de valorisation sont hyper importants sur les long terme. Et des principales sources comme les livres What Works on Wall Street et sur les livres 100 Beggars, j'ai retiré ici les résumés de ce qui fonctionne. SQGLP. Size, S c'est des size, la taille. Plus petite c'est la société, plus on augmente les potentiels du portefeuille. Mais ça ne veut pas dire qu'un portefeuille des sociétés leaders de marché n'est pas gagnant. Il peut y avoir un hyper bon portefeuille avec des sociétés gagnantes et des sociétés leaders de marché. Mais si je vais sélectionner des leaders, je dois forcément quand même choisir des sociétés avec une valorisation
plus faible que la moyenne des leaders de marché. Et la définition des leaders de marché de What Works on High Street, elle est très spécifique. Une société qui fait normalement un chiffre d'affaires 50% plus élevé que les autres sociétés big de son secteur. Une société avec des marges opérationnelles, des marges nettes, normalement 30% plus élevées que les concurrents. Donc vous voyez, quand il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je préfère les sociétés croissance, je vais choisir donc Nvidia ou Tesla », normalement, ils ne savent même pas la définition de ce que c'est croissance, de comment bâtir et comment manager un portefeuille croissance. Donc c'est pour ça que je vous invite de vraiment étudier les ratios fondamentaux. Mon ebook il est gratuit là pour vous. Vous allez trouver ma chaîne et des autres chaînes disponibles sur YouTube qui vont parler des ratios. Si vous choisissez des actions par vous-même, vous devez comprendre au moins les concepts de tout ça. Et c'est pas difficile. 2 ou 3 heures dessus et vous allez apprendre ça pour le reste de la vie. Les critères Q, c'est ici, c'est qualité. Donc on doit acheter des sociétés des marges élevées et qui sont pas endettées. Les G, c'est des growth, croissance. Donc on doit acheter des sociétés de croissance, mais avec une valorisation acceptable, avec des ratios intéressants. C'est pour ça qu'on a la lettre P ici. Prix, c'est des précifications, price. On doit avoir de la croissance, mais avec un prix intéressant. Et les L, c'est des longévités. On doit avoir la longévité de la croissance et longévité de la qualité. Ça sert à rien d'avoir de la croissance sur 6 mois si après on ne peut pas garder cette croissance sur les longs termes. Ici, j'ai mon portefeuille. Donc, pour vous dire que je parle de la théorie, mais j'ai fait dans la pratique. Hein, et ce portefeuille, il est joignable dans ma formation et dans mon suivi des portefeuilles. C'est le portefeuille Dollar Master des petites sociétés de marché américain. Et j'utilise justement cette stratégie sur mes investissements. À la fin, je suis analyste financier. J'ai étudié pour ça. Et pourquoi pas mettre en pratique et placer dans la pratique ici tout ce que j'essaie dans la théorie. J'ai fait ça avec mon portefeuille personnel depuis longtemps. J'ai senti l'envie de partager ça publiquement avec les membres de ma formation. Donc, j'ai créé un portefeuille à partir de zéro. J'ai commencé des zéros en portefeuille pour montrer comment on peut rentabiliser plus que les marchés, battre les marchés sur le long terme. Et c'est pas une histoire de 90% des fonds ne battent pas les marchés, les gérants, etc. Si vous suivez une stratégie validée, si vous suivez la théorie financière et vous êtes discipliné, si vous ne tombez pas sur des biais comportementaux, vous allez battre les marchés. Notre portefeuille à ce moment a 12 sociétés. Normalement, on va rester entre 12, 10, 15, 16. C'est normalement les nombres de sociétés. Normalement, on diversifie sur minimum 3 ou 4 grands secteurs. Mais normalement, on va avoir 7, 8 secteurs. Mais 4 principaux secteurs et 3 ou 4 avec moins pondéré. Et ici, vous allez trouver les ratios fondamentaux et un comparatif avec la moyenne, la médiane du marché américain. Donc, les PR du marché américain, quand j'ai fait les contenus pour ces lives de SP500, il était 20.76. Donc, vous avez vu que j'ai présenté au début du live qu'il était 19.8. Donc, il y a une petite différence ici parce qu'il y a une différence des jours quand j'ai fait les pages de la présentation. Donc, notre portefeuille, la médiane est à 8.56. Donc, nous sommes 58% moins cher par rapport à la moyenne de marché. Nous avons un free cash flow yield de 9.2 contre 3.9 de marché. Donc, ça veut dire que notre société, les sociétés de mon portefeuille, ils ont 3 fois plus de cash par rapport aux sociétés de marché. Les troisième colonnes, c'est les market cap par rapport aux revenus. Donc, c'est les price to sales, ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Donc, c'est la valeur de la société en bourse divisée par son chiffre d'affaires. Ces ratios pour notre portefeuille, la médiane, c'est 1.28 et pour les marchés américains, c'est 2.5. Donc, nous sommes presque 50% moins cher que les marchés. La marge, la médiane de notre portefeuille, c'est 15. La moyenne, c'est 17. La moyenne de marché américain, c'est moment d'SP500, c'est 12. Donc, nous avons une sacrée différence des 3.2 à 5% des différences par rapport à la marge nette. Les return on equity, c'est les retours sur capital propre. La médiane de notre portefeuille, c'est 29 contre 15 de marché. Donc, ça veut dire que la rentabilité sur le capital propre, la capacité de générer de la richesse à partir de ses propres moyens des sociétés choisies sont beaucoup plus élevées. La croissance des résultats nets sur les 12 derniers mois, nous avons 22% et dans la même période, les marchés américains, il était nul dans cette période. La croissance du résultat net sur 3 années d'affilée était à 291% sur notre portefeuille contre 31 de marché. Croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, donc c'est un critère plutôt croissance. Notre portefeuille a fait 130 contre 40 de marché. C'est que ça donne une rentabilité annualisée. Notre portefeuille a une croissance de chiffre d'affaires de 18.2 contre 7.10 de marché. Il n'y a pas trop de secrets si vous avez une stratégie bien établie, si vous avez étudié les ratios, si vous avez comment manager un portefeuille. S'il y a 9000 sociétés dans les marchés, il y aura les bonnes et les mauvaises. Si vous comparez, si vous choisissez vos actions par rapport à la moyenne de marché, si vous choisissez une société qui a plus de trésorerie, une société qui a des marges nettes plus élevées, une société avec un bon historique, une société avec une croissance plus élevée dans les passés, une société avec des bonnes attentes aussi, parce qu'on va ajouter quand même les facteurs croissance ici.
Si vous avez tous ces critères, vous placez la probabilité à votre faveur. Vous placez tout ce qu'il faut à votre faveur. Pourquoi pas un portefeuille avec une société avec plus de trésorerie, plus rentable, avec des croissances et moins valorisée? Pourquoi elle ne va pas rentabiliser plus que les restes du marché? Il n'y a pas de raison que ça arrive. Normalement, les gens ne vont pas avoir la discipline de faire ça. Ils vont écouter des bruits à droite et à gauche. Et malheureusement, il y a certaines personnes, certains investisseurs qui tombent dans les champs de loup, qu'on appelle aussi au Brésil. On dit en fait que les gens vont changer de stratégie tous les 6 mois ou à chaque année. Donc quand la stratégie growth va bien, elle va changer ensuite vers la value et ensuite elle revient sur la growth. Donc maintenant Nvidia, Tesla va tout bien et donc ils vont acheter que ça. Après les sociétés vont avoir de la baisse, dans la prochaine baisse de marché ça va tout baisser et donc ils vont paniquer parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont acheté. Donc ils vont aller sur des sociétés à dividendes. Ils n'ont pas de la patience pour recevoir des dividendes, donc ils vont aller sur les small caps et ensuite ils vont sur les stratégies à grosse capitalisation à nouveau et donc il reste jamais assez de temps pour être rentable sur telle stratégie. Comme j'avais dit, il n'y a pas la meilleure stratégie, mais si vous utilisez une stratégie big cap, regardez la valorisation. Si vous analysez les small cap, regardez la valorisation. Si vous achetez que des sociétés de croissance, analysez la valorisation. La valorisation toujours va ajouter un facteur gagnant sur votre stratégie, peu importe quelle que ce soit les stratégies. Dividendes, croissance, big cap, leader de marché, small cap. En 2022, on a commencé ces portefeuilles, comme j'avais dit, il est tout nouveau. Hein. J'ai créé justement pour montrer les gens comment on bâtit un portefeuille. D'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, vraiment, on va avoir un bilan de ces portefeuilles. Pour l'instant, c'est très tôt. Mais dès mars, on a créé les portefeuilles jusqu'à décembre. Les Nasdaq, il a fait moins 14 et les portefeuilles de la Master a été à plus 0,8%. Donc quand même, on avait un écart de 15% par rapport aux marchés. Au moins, on n'a pas perdu. Hein. Et en 2023, les marchés, à ces moments, il est à 0,5 depuis qu'on a créé les portefeuilles. Et les portefeuilles de la Master est à plus 27% depuis qu'on a créé les portefeuilles. Donc évidemment, que les données ici affichées en 2023 sont depuis mars 2022 en considérant où l'indice il était. Donc c'est ça les graphiques, hein. Vous avez les portefeuilles créés les ventes de mars et nous sommes ici en fin juillet 2023. Donc nous avons un écart par rapport les Russell 2000, par rapport les S&P 500, par rapport la Nasdaq. Et tout ça c'est pas juste pour montrer à Michael un portefeuille qui bat les marchés ou qui gagne, etc. Non, 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 non. Reviens sur la base. Reviens sur quelqu'un qui est sur les marchés depuis 30 ans. Revenez sur quelqu'un qui a écrit What Works on Wall Street dans les années 80 et actualisé les livres dans les années 2000. Un fonds value, il a un fonds croissance. Les trois battent les marchés parce qu'il sait vraiment comment choisir chaque type de société pour chaque type de portefeuille. The Intelligent Investor a écrit les livres dans les années 49 et les concepts sont là jusqu'aujourd'hui pour les discipliner. Dans les 100 Baggers, comment choisir des sociétés qui se multiplient par plusieurs fois. Charles Schwab, les comparatifs des growth value. Donc, à ces moments dans le monde, il y a beaucoup de portefeuilles de particuliers, il y a des centaines et des milliers de portefeuilles de particuliers, des milliers de portefeuilles de fonds d'investissement qui arrivent à battre les marchés ou sinon qui arrivent à faire la même rentabilité que les marchés. Mais vous devez savoir choisir les sociétés. Et si vous devez garder donc quelque chose de ces lives-là, c'est ça. Évitez les ETF value ou croissance. S'il faut acheter un ETF, achetez un ETF simple, S&P 500. Pas besoin d'acheter un S&P 500 growth, S&P 500 value. Non, achetez un ETF pur, sans les critères croissance ou sans les critères value. Et si vous choisissez par vous-même vos actions, c'est obligé de connaître les ratios de valorisation, les critères value. Payer moins cher par rapport les ratios des trésoreries, par rapport les ratios des cours, par rapport les chiffres d'affaires, des cours sur actifs. Avoir un écart par rapport les marchés, c'est la seule façon de s'assurer que nous avons fait un bon business, qu'on a fait une bonne affaire. Si on croit juste par rapport les attentes futures, on ne va jamais être sûr de nos investissements parce qu'il n'y a aucune théorie financière qui nous assure de la croissance des sociétés. Parmi les sociétés de croissance de Nasdaq, on a seulement 7 rentables. Les autres ne sont pas rentables. Donc là, si vous choisissez les sociétés les plus rentables et quand même regardez la valorisation, là, vous allez bâtir un portefeuille rentable sur le long terme. N'oubliez pas, vous avez dans la description de la vidéo les liens pour mon suivi des portefeuilles. Vous pouvez avoir accès à mon portefeuille Small Cap et mon portefeuille à dividende PA juste en faisant l'inscription. Ça coûte 25 € par mois. Vous avez des leçons dedans, les lives privés, une mini formation aussi parce que c'est pas un accès au portefeuille point barre. Vous avez accès à beaucoup de choses, une mini formation, quels sont les concepts des bases, les principes des stratégies et vous avez les liens de ma formation Insider que c'est vraiment la formation complète avec accès au portefeuille Small Cap européen aussi, Small Cap américaine, portefeuille dividende, accès de 2 ans
demain, garantie absolue des 30 jours. Bref, je ne vais pas faire un pitch des ventes ici devant vous parce que vraiment c'est une des dernières opportunités pour avoir la formation complète avec un accès des dessins, avec mes investissements dedans, avec les outils d'investissement parce que bientôt on va séparer la formation. Donc passez à l'action maintenant parce qu'on va, normalement c'est jusqu'à demain qu'on allait laisser les gens rentrer dans la formation. Je vais parler avec Léa de mon équipe. Peut-être on va augmenter ça jusqu'à vendredi ou sinon samedi. Mais après samedi ou après vendredi, on va vraiment séparer les formations et c'est fini l'opportunité d'avoir accès tout dans un seul. Vous avez une garantie absolue des 30 jours. Ça veut dire que dans 30 jours, vous n'êtes pas content. Vous demandez votre remboursement. C'est comme ça que nous travaillons. Comme ça nous oblige d'avoir les meilleurs produits possibles. Comme ça, vous allez vouloir rester dans les contenus, dans la formation, dans les suivis des portefeuilles. Donc, les risques, les pas sur vous. Les risques, les sur nous. Que vous avez une garantie absolue. Il suffit d'envoyer un mail à équipe.clubdevaleurs@gmail.com si vous voulez être remboursé. Je suis sûr que vous allez rentrer dedans et vous allez vouloir rester, comme c'est le cas de plus de 500 membres de notre formation. Mes amis investisseurs, merci d'être là. Mardi prochain, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo d'investissement. Je vous remercie.